C'est une célèbre émission de rencontres télévisées des années 70 appelée The Dating Game. C'est comme n'importe quelle autre émission de rencontres télévisées kitsch du début de soirée, sauf que dans cette émission en 1978, la candidate va faire un choix très dangereux. Parce qu'elle s'apprête à sortir avec un tueur en série actif. Pour ceux trop jeunes pour se souvenir, il s'agit du jeu des rencontres, un jeu télévisé américain au principe simple devenu cliché. Une fille interroge 3 prétendants mystères, puis en choisit un pour sortir, selon le charme de leurs réponses. Le créateur du jeu des rencontres était un homme nommé Chuck Barris, qui a écrit des mémoires en 1984 dans lesquelles il affirmait avoir été un agent de la CIA chargé de nombreux assassinats à travers le monde, utilisant son statut de producteur exécutif à Hollywood comme couverture, ce qui est une affirmation fascinante. Mais cette vidéo ne parle pas de lui. Il s'agit de la bachelorette numéro 13 en 1978, Cheryl Bradshaw, qui dans cette émission de rencontres très soft et grand public, a choisi le candidat numéro 1 qui se trouvait justement être un tueur en série actif. On sait très peu de choses sur Cheryl Bradshaw, car elle a décidé de rester à l'écart du regard du public, ce qui est probablement l'une des décisions les plus sages qu'elle ait jamais prises. Nous savons qu'elle était professeure de théâtre et voulait devenir actrice. Leur apparition dans The Dating Game était une tentative de se faire connaître auprès des producteurs de Los Angeles et, espérons-le, d'obtenir des rôles dans d'autres émissions ou films. The Dating Game existait déjà depuis un moment, et il n'était pas rare que des invités marquants poursuivent une carrière dans le divertissement après leur passage dans l'émission. Par exemple, Farrah Fawcett, Suzanne Somers, Tom Selleck, Lee Majors, Steve Martin, Andy Kaufman et Burt Reynolds ont tous été candidats avant d'être célèbres. Et si ces noms ne sont pas assez sexy pour vous, ou si vous êtes trop jeune pour savoir qui ils sont, Arnold Schwarzenegger est apparu dans l'émission en 1973, avant que Pumping Iron et Conan ne fassent que de lui un nom connu de tous. Ainsi, à l'époque, certains dans l'industrie considérèrent cette émission comme une sorte de tremplin pour une carrière dans le divertissement. Cheryl avait du mal à se faire remarquer et elle commençait à avoir l'impression que son temps était compté, alors lorsque l'occasion de passer dans l'émission s'est présentée, elle l'a saisie. Comment un tueur en série s'est retrouvé dans l'émission est une histoire différente, plus longue et nettement plus sombre. Certains événements de son histoire sont vraiment horribles et tordus, et à cause des règles YouTube, je vais atténuer les descriptions, mais elles restent très horrifiques. Considérez ceci comme votre avertissement. Rodney Alcala est né à San Antonio de parents immigrés mexicains, considérés comme des gens normaux. À l'âge de 9 ans, le père de Rodney est retourné au Mexique, abandonnant la famille sans père. Malgré tout, la famille pro s'en est sortie et sa mère a veillé sur lui et ses 2 sœurs. En 1954, ils ont traversé le pays pour s'installer à Los Angeles, où sa mère espérait que les opportunités pour elle et ses enfants seraient plus nombreuses. À l'école, Rodney était connu pour être à la fois très intelligent et très populaire.
Sa mère a travaillé dur pour l'envoyer dans des écoles privées, il a obtenu son diplôme avec de bonnes notes et une bonne réputation et a participé au comité de l'annuaire. Après le lycée, Rodney a décidé de rejoindre l'armée plutôt que d'aller à l'université et il a servi comme secrétaire au lieu de devenir parachutiste, ce qu'il voulait vraiment être. Durant son service militaire, plusieurs officiers l'ont qualifié de manipulateur, vindicatif et insubordonné. Et en 1964, les failles dans la personnalité de Rodney ont commencé à apparaître lorsqu'il a déserté l'armée et a traversé le pays en autostop jusqu'à la maison de sa mère, où l'armée l'a finalement retrouvé et a fait évaluer son état par un psychiatre militaire. Il a été diagnostiqué d'un trouble de la personnalité antisociale et son test de quotient intellectuel a révélé un score de 135. Il existe un cliché selon lequel les psychopathes sont très intelligents et brillent sur le plan académique, avec une intelligence sociale supérieure à la moyenne, mais très faible, empathie sociale et personnelle. Rodney en est l'exemple parfait. Peu de temps après, il a été démobilisé par l'armée et s'est inscrit à l'école des arts de l'UCLA. C'était à l'école des arts qu'Alcala allait créer son personnage public de photographe en herbe. Rodney a choisi cette carrière car il est courant pour un photographe de rencontrer souvent des inconnus, surtout des filles et femmes. La plupart des gens ne considèrent même pas qu'il soit intrinsèquement dangereux de poser pour une photo ou d'aider quelqu'un à en prendre une. Je suis presque sûr que tout le monde qui regarde cette vidéo, homme comme femme, s'est déjà fait demander par un parfait inconnu à un moment de sa vie de prendre une photo. Encore moins d'entre nous ont déjà été sollicités pour une photo par un inconnu. Il y a même des gens sur TikTok et YouTube en ce moment dont tout le profil sur les réseaux sociaux consiste simplement à prendre des photos d'inconnus au hasard. C'est quelque chose de très désarmant et apparemment inoffensif. Et c'est précisément pour cette raison qu'Alcala l'a choisi. Le 25 septembre, un automobiliste a dépassé la voiture d'Alcala et l'a vu tenter de convaincre une jeune fille de monter avec lui. Trouvant cela suspect, il a suivi Alcala chez lui, l'a vu convaincre la jeune fille d'entrer dans son appartement, puis a appelé la police. Peu de temps après, la police est entrée dans l'appartement et a trouvé Tali Shapiro, âgée de 8 ans, allongée inconsciente sur le sol, du sang coulant de sa tête et entre ses jambes. Alcala avait déjà pris la fuite à ce moment-là, alors ils ont décidé de donner la priorité au sauvetage de Shapiro plutôt qu'à la poursuite d'Alcala. Par ici. Les gens veulent toujours savoir. Comment cela s'est-il passé ? Je l'ai vue à un arrêt de bus et j'ai pensé qu'elle était parfaite. Je lui ai dit que j'étais ami de ses parents pour gagner sa confiance. Et puis je l'ai emmenée dans mon appartement pour voir une affiche sur mon mur parce que je lui ai dit que j'étais un photographe célèbre. J'ai ouvert la porte et je l'ai laissée entrer la première et dès qu'elle était à l'intérieur, lui ai fracassé l'arrière du crâne avec un tuyau en acier. Elle a perdu connaissance immédiatement et s'est effondrée au sol comme de la viande découpée, juste là à m'attendre. Après avoir été retrouvée et réanimée par les services d'urgence, un examen a révélé qu'Alcala l'avait également agressée sexuellement alors qu'elle était inconsciente. Tali, âgée de plusieurs années, est de rester dans le coma plus d'1 mois après l'attaque. La police a cherché Alcala partout et a lancé un vaste filet, mais il n'a pas été retrouvé à ce moment-là. Pour échapper à la capture, Alcala a traversé le pays pour s'installer à New York, où il s'est inscrit à l'université de New York pour étudier le cinéma. Il serait finalement enseigné par un autre individu méprisable, Roman Polanski, qui était conférencier invité là-bas.
Utilisant désormais le nom de John Berger, il resterait principalement discret pendant des mois, jusqu'à ce qu'une rencontre fortuite avec une hôtesse de l'air de la Trans World Airlines, nommée Cornelia Crilly, réveille à nouveau son côté violent. Cornelia, elle était la deuxième. Je venais d'arriver à New York. Quand j'ai vu Cornelia, je rentrais chez moi après le cours. Et je l'ai vue essayer de déplacer des meubles dans son appartement, essayer et échouer. En déplaçant le canapé dans l'appartement, je le manœuvrais de façon à la coincer dans un espace étroit entre le canapé et le mur. Je faisais en sorte que ça paraisse accidentel. Et elle en riait. Elle a gloussé d'un air espiègle. Jusqu'à ce que je commence à marcher vers elle. Elle s'est rendue compte qu'elle était piégée. As-tu déjà vu l'expression officielle de quelqu'un changer en temps réel? Commencer par une émotion et puis passer rapidement à une autre. Je l'ai fait. Il y a un moment, juste avant qu'un malheur n'arrive. Quand les gens savent qu'un malheur approche, il y a un moment précis. Où leur expression s'effondre. Toute la couleur disparaît et s'efface. Leurs yeux s'écarquillent et leur corps se tend dans cette réaction de lutte ou de fuite. Quand je regarde leurs yeux paniqués à ce moment-là, je sais ce qu'ils pensent. C'est ce moment précis. C'est l'instant précis. Quand ils réalisent qu'ils ont merdé. Ce moment où tu vois ce changement d'expression, cette peur, cet instant-là, c'est mieux que n'importe quelle drogue au monde. Le deuxième meilleur moment, c'est le moment où tu les frappes pour la première fois. La première fois que tu les frappes, il y a un autre moment. Tu vois, jusqu'à ce moment-là, c'est effrayant, mais il y a toujours cette petite voix au fond de leur tête qui leur dit que ce n'est qu'une blague, un malentendu, que ce n'est pas sérieux. Ce moment où tu les frappes pour la première fois, il y a ce choc. Et ils réalisent que c'est réel. Ce n'est pas une blague. Ils essaient de crier, ils le font toujours, mais le choc leur vole la voix. Ils ouvrent la bouche, mais rien ne sort. C'était comme ça pour Cornelia. Et quand je l'ai frappée, elle ouvrit la bouche pour crier. C'était comme si elle était en mode silencieux. C'était magnifique. Je me souviens qu'elle portait de jolis bas noirs. Et elle m'a supplié d'arrêter pendant que je les lui retirais des jambes. Ça m'a juste donné encore plus envie de le faire. Et elle a pleuré. Elle avait les larmes aux yeux pendant que je les nouais autour de son cou.
La jeune femme de 23 ans a été retrouvée étranglée à mort avec ses propres bas en nylon dans son nouvel appartement. Les marques de ligature et ecchymose sur son cou indiquaient maintenant qu'elle avait été étranglée plusieurs fois, poussant la police à croire que Rodney Alcala l'avait asphyxiée jusqu'à l'inconscience, ranimée, puis torturée et agressée de nouveau. La police n'avait alors ni suspect, ni explication sur le choix et l'attaque de la victime. Le fait que les affaires n'avaient pas encore été installées dans son appartement a amené la police à penser que l'agresseur l'avait peut-être remarqué en train d'emménager, lui avait proposé son aide, puis l'avait assassinée. L'autopsie a révélé qu'elle avait également été agressée sexuellement et mordue. Bien qu'il n'ait eu aucun suspect à l'époque, ils ont réussi à prélever un échantillon de salive sur le corps et à prendre une empreinte de la morsure pour les archives, dans l'espoir de pouvoir l'associer à quelqu'un plus tard. La police de New York recherchait alors Alcala à la demande du FBI, qu'il avait mis sur la liste des 10 criminels les plus recherchés pour son agression contre Shapiro en Californie. Ils soupçonnaient aussi qu'il était lié à plusieurs meurtres en série à New York entre 1969 et 1971, mais n'avaient aucun moyen de le relier à ses affaires, à part la similarité avec son seul crime connu. Alcala avait commencé à travailler comme moniteur dans une colonie artistique du New Hampshire, où 2 campeurs l'ont reconnu grâce aux affiches du FBI. Quelques semaines plus tard, Alcala a alors été arrêté et extradé vers la Californie pour être jugé pour l'agression de Shapiro. Alcala a bien eu son jour au tribunal. Il n'a été inculpé que pour attentat à la pudeur sur mineur au lieu de tentative de meurtre. En 1971, ce n'était pas jugé grave et la peine était bien plus courte. Cela est arrivé car les parents de Shapira ont refusé qu'elle témoigne, empêchant le procureur de prouver le viol et la tentative de meurtre. Alcala a alors été reconnu coupable et condamné à 3 ans de prison. Il a été libéré sur parole après 34 mois en 1974. 2 mois après sa libération conditionnelle, il a de nouveau été arrêté, la victime identifiée plus tard comme Julie J. Retrouvés par la police avec Rodney, ils avaient enfumé de la marijuana. Julie était une fille vraiment gentille. Je lui ai proposé de la conduire à l'école depuis l'arrêt de bus et elle aimait les monter tout de suite. Elle avait ce magnifique naïveté juvénile que les femmes de son âge ont. C'est vraiment l'une des meilleures qualités qu'une femme puisse avoir. Au lieu de la conduire à l'école, j'ai trouvé un endroit tranquille sur l'autoroute où nous pouvions nous détendre et apprendre à mieux nous connaître. Elle était nerveuse au début. Qui ne l'est pas lors d'un premier rendez-vous, n'est-ce pas ? Mais elle s'est détendue une fois qu'on a fumé un peu d'herbe ensemble, et juste au moment où les choses comptent commencer à devenir intéressantes. Un flic de l'autoroute a tapé à la vitre. En interrogeant Julie, il a été révélé qu'il l'avait prise à l'arrêt de bus scolaire en prétendant l'emmener à l'école. Au lieu de cela, il l'a emmenée sur l'autoroute où il a essayé d'abuser d'elle après lui avoir donné de la marijuana, ce qui... Elle a pris de lui par peur de ce qu'il pourrait faire si elle ne la prenait pas. À ce moment, les policiers de l'autoroute ont arrêté la voiture et ainsi arrêté Alcala, ce qui a probablement sauvé la vie de Julie J. Julie J n'avait que 13 ans. Alcala a été condamné pour violation de liberté conditionnelle et fourniture de drogue à une mineure. Il a purgé 2 ans de prison avant d'être libéré plus tôt sous conditionnel et inscrit au registre des délinquants sexuels. Malgré son inscription au registre des délinquants sexuels et son passé de criminel en fuite par avion, son agent de probation a jugé qu'il ne risquait pas de s'échapper et pouvait voyager à New York en 1977 après sa libération. À l'été 1977, Ellen Jane Hoover, chef d'orchestre de 23 ans, a disparu. Inhabituelle pour elle, elle n'a pas donné de nouvelles à ses proches pendant quelques jours, qui ont alors demandé à la police de vérifier chez elle. En entrant dans son appartement, la police n'a trouvé aucune preuve de lutte ni d'effraction. Ils ont consulté son agenda et vu qu'elle avait récemment rencontré un photographe nommé Jean Berger.
Ses amis ont indiqué qu'elle avait dit qu'un photographe la poussait à le rencontrer, qu'elle était trop gentille pour refuser et qu'il était probable qu'elle soit allée le voir. Quelques mois plus tard, selon une information du FBI qu'Alcala avait déjà utilisé ce pseudonyme, la police interrogea Alcala. Sous pression, il admit avoir rencontré Hoover, sans rien ajouter. Comme la police n'avait pas de corps, elle n'a pas pu inculper Alcala d'aucun crime, puisqu'elle ne pouvait même pas établir qu'un crime avait réellement eu lieu. Face à la surveillance accrue de la police, Alcala a suivi le conseil et est retourné à Los Angeles fin 1977. Au début de l'année 1978, la police allait découvrir les restes de Hoover, enterrés près de la rivière Hudson. Au même endroit, une autre fille avait signalé qu'un photographe de mode l'avait prise en photo. En voyant une photo d'Alcala, elle l'a reconnu comme le photographe. À son retour à Los Angeles, Alcala a trouvé un emploi de typographe au journal Los Angeles Times. Je sais qu'à ce stade, vous devez vous poser la même question que je me suis posée à plusieurs reprises tout au long de cette histoire. Cet homme est un délinquant sexuel violent condamné et inscrit. Comment fait-il pour continuer à avoir accès à tous ces endroits remplis de victimes potentielles ? Eh bien, la vie d'enquêteur de police était très différente autrefois. C'était avant l'acide désoxyribonucléique Internet et, bien que le FBI existait, la coopération entre États et institutions restait très limitée. Avant la centralisation numérique des dossiers, il était facile de changer d'État, d'obtenir une fausse identité et de recommencer, même comme criminel multirécidiviste. Cela arrive beaucoup moins souvent de nos jours précisément parce que nous coopérons entre les États, les agences et même les pays, et que nous tenons des bases de données centralisées, ce qui rend beaucoup plus difficile pour un criminel de simplement changer d'identité et de disparaître. Il y avait aussi à l'époque une habitude beaucoup plus répandue de faire confiance à son propre jugement sur le caractère de quelqu'un, ce que les personnes ayant des tendances psychopathes savent très bien manipuler. Donc lorsque Rodney s'est présenté au Los Angeles Times en racontant à tout le monde ses histoires et en montrant ses photos de femmes magnifiques qu'il photographiait en tant que photographe populaire, les gens l'ont pris pour argent comptant. Personne n'a vérifié s'il était criminel car il paraissait très sympathique. 1977 semblait être une mauvaise année pour être une femme en général à Los Angeles, car en plus de Rodney qui rôdait dans les rues la nuit, la police recherchait également l'étrangleur des collines, un tueur en série qui avait l'habitude d'enlever des femmes, de les agresser sexuellement et de les étrangler à mort. En fait, pendant les années 70, il y avait jusqu'à 20 tueurs en série actifs en même temps rien qu'à Los Angeles. La police a interrogé toutes les personnes avec un passé d'infraction sexuelle, dont Rodney, qu'ils ont relâché après l'avoir écarté comme étrangleur des collines, ignorant qu'il était aussi un tueur en série. Une série de meurtres a frappé la ville, en plus de ceux déjà présents dans la ville. En novembre 1977, quelques semaines seulement après le retour de Rodney à Los Angeles, le corps de Jill Barcombe, 18 ans, a été retrouvé sans vie sur Mulholland Drive. Je ne suis pas sûr de son numéro. Je me souviens qu'elle était jolie. Elle était très attirante. Nous avons parlé un moment et elle avait l'air d'apprécier ma compagnie et de s'amuser pendant la conversation. Les filles apprécient toujours ma compagnie. Je me souviens de l'avoir regardée. Un visage joli et innocent. Je me souviens de l'avoir regardée et d'avoir pensé « J'aimerais pouvoir la garder comme ça. Pour toujours. » Cinq semaines après, Georgia Marie Wickstead, 27 ans, a été retrouvée morte chez elle à Malibu. Georgia était difficile. Ils deviennent plus difficiles en vieillissant. Les plus jeunes sont meilleurs. Ils ne comprennent même pas ce qui se passe avant qu'il ne soit bien trop tard. Les plus âgés, eux, ils s'en rendent compte plus tôt
C'est toujours trop tard, mais assez tôt pour que ce soit plus problématique. Géorgie s'est défendue, elle s'est débattue. Ça ne l'a pas sauvée. Mais ça m'a mis en colère. Pour la première fois à Los Angeles, le tueur laissa des preuves physiques, des échantillons d'acide désoxyribonucléique et une empreinte de main. 5 mois plus tard, en juin 1978, Charlotte Lee Lamb, 32 ans, fut retrouvée dans la buanderie de son immeuble. Je savais qu'il n'allait jamais m'attraper. La police était lente. Il confondait toutes les différentes scènes de crimes de différents tueurs en série. Il ne savait pas qui avait tué qui, ni où. Ils m'ont arrêté plusieurs fois, mais je pouvais toujours les convaincre que tout allait bien avec moi. La police m'aime bien. Et ils avaient 100 ans de retard sur moi. La seule façon pour eux de m'attraper, c'est si je les laissais faire. Pourquoi Rodney a-t-il semé son acide désoxyribonucléique partout, révélant son identité? Pourquoi 1978? Les preuves acides désoxyribonucléiques n'ont été largement utilisées qu'à partir du milieu des années 80. Avant, la police collectait l'acide désoxyribonucléique de façon souvent désordonnée, voire pas du tout. Le public ignorait presque son utilité pour prouver un crime, donc les criminels ne savaient pas qu'ils laissaient des indices. À ce stade, Rodney avait enlevé, agressé, battu, torturé et assassiné 7 victimes confirmées à travers littéralement tout le pays, et ce ne sont que celles qui ont été confirmées. La plupart des détectives étaient d'accord pour dire que son nombre de victimes était bien plus élevé, l'un d'eux allant même jusqu'à affirmer qu'il s'approchait probablement de 50 victimes. Cela faisait de lui l'un des tueurs en série les plus prolifiques des années 70 et, contrairement aux autres tueurs en série alors inconnus, Rodney était connu des autorités puisqu'il avait déjà été arrêté 2 fois pour les actes qu'il commettait. C'est donc à ce moment-là, avec 7 meurtres et 2 condamnations à son actif, son visage affiché sur les avis de recherche du FBI dans tout le pays, que Rodney a décidé que sa meilleure option était de participer à un jeu télévisé très populaire, diffusé à l'échelle nationale, qui avait lancé la carrière de plusieurs célébrités et dont le producteur exécutif était peut-être, ou non, un agent secret de la CIA. Rodney a postulé pour participer à l'émission The Dating Game. Cheryl s'est donc installée sur son siège, ignorante qu'un des prétendants mystères était en réalité un homme qui torturait, agressait et assassinait brutalement des femmes comme elle. Et quand on sait qui était Rodney et ce qu'il fait, l'émission prend un tout autre sens, elle devient presque sinistre, comme un jeu du chat et de la souris. Prédateur et proie. Célibataire numéro 1. Oui. Quel est ton meilleur temps? Le meilleur moment, c'est la nuit, Pourquoi tu dis ça? parce que c'est le seul moment qui existe. Le seul moment? Qu'est-ce qui ne va pas avec le matin ou l'après-midi? Ils sont bien, mais la nuit, c'est vraiment intéressant. De n'importe quel autre candidat normal dans une émission normale, c'est exactement le genre de réplique ringarde et enjouée que l'on attendrait dans une émission comme celle-ci. Mais quand on sait que Rodney tue des femmes, la nuit, tu sais que c'était lui en train de jouer avec sa victime. C'est aussi un comportement classique de tueur en série. Essayer de paraître plus intelligent que les gens autour de lui tout en les défiant de l'attraper. En coulisses, un autre prétendant, Jed Mills, avait fait une remarque au Wrangler. Qu'Alcala était très étrange et inquiétant, lui donnant des impressions sinistres. Ce avec quoi le Wrangler était d'accord. Un Wrangler est un terme de l'industrie. C'est simplement le nom donné aux membres de l'équipe chargés de s'occuper des talents sur l'émission télé ou le film.
Être bizarre et inquiétant n'est pas un crime. Malgré la réputation inquiétante de Rodney et ses réponses parfois sombres à Cheryl. Quand il a fallu choisir, elle a choisi le prétendant numéro 1, le tueur en série bizarre. Après l'émission, lors du travail en coulisses, elle a discuté avec Rodney et a commencé à se sentir mal à l'aise à l'idée de sortir avec lui. Elle a demandé au responsable si ce rendez-vous était contractuel. Il a partagé ses inquiétudes et confirmé qu'elle n'était pas obligée d'y aller. Cheryl n'est jamais allée à ce rendez-vous et ne sortirait donc jamais un soir sombre pour rencontrer l'homme plus tard surnommé le tueur de l'émission de rencontre. Six mois après son apparition dans The Dating Game, Rodney a rencontré à Pasadena une autostoppeuse de 15 ans nommée Monique H dans les documents judiciaires. Monique. Monique a réussi à s'échapper. Nous avons passé un bon moment ensemble. Je lui ai proposé de venir chez moi, nous avons écouté de la musique et nous avons un peu parlé de nos films préférés et de nos plats préférés au restaurant. Nous avons ri, je l'ai draguée et elle m'a dragué aussi. C'était un peu... J'avais vraiment l'impression qu'on était faits l'un pour l'autre. J'aime emmener mes rendez-vous dans des endroits plus isolés, c'est vrai. Ça rend toute l'expérience plus intime. Plus romantique. Tu serais surpris de voir à quel point un bon endroit peut... Tu serais vraiment surpris de voir à quel point un bon endroit peut vraiment améliorer les photos de tes rendez-vous. Ce qui était particulièrement différent chez sa victime de 15 ans, c'est qu'elle aussi avait l'habitude d'apprendre à lire les gens et de leur dire exactement ce qu'ils voulaient entendre. Peut-être qu'après avoir vécu dans la rue, tu sais, ça te donne aussi des compétences pour manipuler les gens. Au lieu de supplier, de plaider ou de le menacer, elle a fait semblant d'apprécier, elle a fait semblant de l'aimer. Elle lui a dit qu'il devrait bientôt retourner dans son appartement et continuer ça comme une vraie relation. Rodney l'a emmené à sa voiture et a commencé à les ramener tous les deux chez lui. Quand Rodney s'est arrêté pour faire le plein, Monique s'est libérée et s'est enfuie. Quand Monique s'est échappée et s'est enfuie, ça m'a vraiment blessé. Parce que je pensais que Monique et moi avions quelque chose de spécial. Le lendemain, des policiers du comté de Riverside ont retrouvé Monique dans le même état, battue et sale. Elle était dans le même état que la veille, à la fois hystérique et terrifiée. Après l'avoir nettoyée et calmée, elle a raconté son histoire à la police qui a alors arrêté Rodney. À ce moment-là, elle a identifié Alcala de façon formelle, comme étant son agresseur. Ils l'ont alors arrêté et l'ont inculpé de viol, d'enlèvement, d'agression et de tentative de meurtre. Le lendemain, Rodney a convaincu sa mère de payer sa caution de $10 000. Il a ensuite disparu à nouveau, mais les corps continuaient de s'accumuler. À l'été 1979, Jill Marie Parento n'est pas allée travailler. La police a trouvé la victime morte et nue dans sa salle de bain. Comme les autres, elle a été battue, agressée sexuellement, puis étranglée. Le tueur s'est blessé en cassant une fenêtre pour entrer. La police a prélevé un sang correspondant à d'autres scènes de crime. Plus tard, une amie de Jill a déclaré à la police avoir déjà rencontré Alcala avec elle dans un club à plusieurs reprises. Quelques semaines plus tard, Robin Samso, âgé de 12 ans, a été retrouvé dans les contreforts de Los Angeles après avoir disparu pendant 12 jours. Elle avait été battue, agressée, puis poignardée à mort avant d'être abandonnée. La police a interrogé ses amis
qui ont déclaré qu'un inconnu les avait récemment abordés sur la plage en leur demandant de prendre leurs photos. Lorsque les détectives ont diffusé la photo de Rodney, son agent de probation l'a reconnu et Rodney a alors été de nouveau arrêté et détenu sans possibilité de libération, sous caution. Pour la première fois en 10 ans de meurtre, il a enfin été vu par les autorités comme le monstre qu'il était et on ne lui a laissé aucune possibilité de s'échapper. Il est à la fois choquant et honteux qu'il ait fallu 10 ans aux autorités et au moins 7 femmes et filles mortes pour enfin ignorer l'intelligence et le charme superficiel de Rodney. Même les procès de Rodney n'ont jamais été aussi simples pour une affaire de cette taille. Sa première condamnation pour le meurtre de Samso a été annulée en appel après que le jury eût été indûment informé de son casier judiciaire sexuel, et son équipe de défense a soutenu que cela avait biaisé le jury contre lui. Un second procès a eu lieu sans mentionner les antécédents criminels sexuels. Il a encore été reconnu coupable et condamné pour le meurtre de Robin Samso, 12 ans. Se représentant lui-même, Alcala a fait appel contre le nouveau verdict, affirmant qu'il avait été détenu illégalement lors de son arrestation après qu'un témoin à décharge n'était pas été autorisé à témoigner du fait que les enquêteurs de police avaient hypnotisé le garde forestier qui avait trouvé le corps de Samsoe. Croyez-moi, cela peut sembler fou, mais le garde forestier était un témoin compromis et mes droits du 4e amendement n'ont pas été respectés lors de mon arrestation. Mes droits du 6e amendement ont également été violés. Si les flics ont hypnotisé le garde forestier pour qu'il témoigne faussement contre moi, ce faux témoignage a causé mon arrestation. Il n'y avait aucune base légale pour m'arrêter. Et quand ils ont empêché mon témoin de témoigner devant le tribunal, ils m'ont refusé un procès équitable. Il a vraiment soutenu que la partie folle, c'est que le juge a accepté l'argument et a annulé sa 2e condamnation parce que le témoin avait réellement été empêché de témoigner. Donc peu importe à quel point son argument était fou et il était absolument insensé, la procédure régulière n'avait pas été respectée. En préparant un 3e procès, les procureurs se sont rendus compte qu'une nouvelle loi de l'État leur permettrait de prélever l'acide désoxyribonucléique de Rodney Alcala, qu'il soit d'accord ou non. Alors ils ont prélevé des échantillons de son acide désoxyribonucléique et les ont comparés à ceux retrouvés sur 4 scènes de meurtre à Los Angeles et à New York dans les années 70. L'accusation a demandé de joindre les 4 nouvelles affaires liées à l'affaire Samso. Alcala et son équipe de défense ont soutenu que cela porterait préjudice à l'affaire, car un doute raisonnable dans une affaire est possible, mais dans 5, ce serait impossible et ils le déclareraient très probablement coupable à cause de la similarité, surtout lorsque, dans 4 de ces 5 scènes de crime, son acide désoxyribonucléique correspondait. Sans blague, ils ont vraiment essayé de dire qu'il était injuste d'inclure 4 affaires où son acide désoxyribonucléique correspondait, car cela rendrait la condamnation dans la 5e affaire plus facile. Le juge a refusé, mais a accepté de regrouper toutes les affaires en un seul procès, car le mode opératoire était le même. L'accusé était présent à chaque fois et avait rencontré chaque victime. Et que l'acide désoxyribonucléique de l'accusé a été retrouvé sur 4 des 5 scènes. Dans ce qui est l'une des défenses les plus étranges jamais vues, Rodney a assuré lui-même sa défense et s'est appelé à la barre, se posant des questions et témoignant pendant 5 heures. Quand il s'interrogeait lui-même, il prenait une fausse voix grave en prétendant être son propre avocat et en posant les questions. Il n'avait qu'un témoin à décharge, un psychiatre affirmant que son trouble de la personnalité limite l'empêchait de se souvenir des meurtres et donc d'en être responsable. Mais cet argument n'a convaincu personne. L'accusation a fait venir Shapiro pour témoigner contre lui et, au final, son témoignage ainsi que les preuves acides désoxyribonucléiques ont coulé sa défense. Alcala a été reconnu coupable pour la 3e fois, cette fois de 5 meurtres, et condamné à mort.
Ils ont utilisé les photos pour essayer de trouver des liens avec d'autres affaires de personnes disparues. Certaines femmes se sont manifestées pour dire qu'elles étaient la personne sur la photo, et 8 familles ont déclaré qu'elles connaissaient la personne sur la photo et que ces personnes étaient portées disparues depuis des décennies. La police. La police a également retrouvé divers souvenirs de jeunes garçons et filles, dont certains avaient aussi disparu. Le reste des victimes demeurent non identifiées.